Bonjour à tous, on se retrouve pour ce live en direct des Assises de la pêche. On accueille aujourd'hui Monsieur Gustin, directeur du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. Nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSIM, qui rassemble des laboratoires des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. C'est financé par cette école universitaire est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Et on va aujourd'hui vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Donc tout d'abord, la profession a traversé et traverse encore plusieurs crises. Conséquences du Covid, Brexit, inflation, hausse importante du prix du gasoil, déploiement d'installations d'éoliennes en mer. Tous ces dossiers sont souvent délicats. Comment travaillez-vous avec les autres comités régionaux et avec le comité national? Et comment faites-vous le lien avec les politiques? Merci pour me donner la parole. Vous l'avez bien dit, en fait, il y a différents enjeux, différentes problématiques qui surviennent à chaque fois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pêcheur a toujours su s'adapter à la ressource qui était présente en mer. Mais aujourd'hui, on a une accumulation des contraintes, à la fois administratives, réglementaires et spatio-temporelles. C'est-à-dire que maintenant, dans Manche-Mer du Nord, actuellement, il y a énormément d'enjeux. Les caps sous-marins, les extractions de granulats, les parcs éoliens, les parcs naturels marins, les aires marines protégées, le Brexit, font que la capacité d'adaptation du pêcheur est finalement vite limitée. Donc il y a plusieurs enjeux, spatio-temporels, comme je viens de le dire, et réglementaires. Nous, au niveau du comité des pêches, on représente à peu près 110 navires en Hauts-de-France, mais il faut bien comprendre qu'on travaille à l'échelle de la Manche-Mer du Nord. Donc nos bateaux vont aussi bien sur des zones riveraines, donc très proches de la côte et du port de Boulogne, mais il y a aussi des navires qui vont se rendre très au nord pour aller pêcher le hareng, ou en Manche Est ou en Manche Ouest. On travaille en étroite collaboration avec par exemple le comité normand et un peu moins le comité Bretagne, de manière à travailler en termes de façade. On appelle ça la façade Manche-Mer du Nord, pour remonter ces problématiques-là soit à l'Europe, soit au comité national. Là actuellement avec le comité national, si je donne un exemple, ça va être les aires marines protégées côté britannique, avec lequel on travaille pour contester finalement les mesures des Britanniques qu'on considère unilatérales, puisqu'elles ne respectent pas les accords de commerce et de libre-échange, elles ne respectent pas les accords qui ont été conclus lors du Brexit, et donc on travaille avec eux, avec des cabinets spécialisés, pour, on va dire, finalement maintenant démonter la méthodologie que mettent en place les Britanniques. Parce qu'il y a eu des premières consultations du public auxquelles on a répondu, un peu naïvement en disant ces zones-là, elles sont vitales pour nous, etc. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça a fait en fait l'effet inverse de ce qu'on voulait. Les Britanniques se moquent bien de nos zones de travail. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer leurs eaux. Et les AMP et les parcs éoliens sont une manière détournée de récupérer leurs eaux. Donc maintenant, ce qu'on fait avec le comité national et avec les autres comités, c'est qu'on attaque sur les données qu'ils utilisent, parce qu'elles sont obsolètes, parce qu'elles sont manquantes ou parce qu'elles ne sont pas assez précises. Donc c'est toute la stratégie qu'on a mis en place avec le comité national et avec un cabinet d'avocats spécialisés. D'accord, merci beaucoup. Donc deuxième question, le chalut de fond est aujourd'hui décrié de toutes parts. Certains vont même jusqu'à prôner la déchalutisation de la flotte. Or, ceci représente un coût économique très important pour les pêcheurs et amènera une augmentation significative des prix du poisson. Les arguments ne manquent pas, qu'ils soient pro ou anti-chalut. Une tentative d'innovation avec le chalut à moindre impact à bord du navire La Frégate a été présentée en 2024. L'idée est d'avoir un chalut plus léger, qui effleure le fond et qui est conçu avec l'Ifremer. Le développement est pourtant bloqué. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi et comment envisagez-vous de passer à une mise en œuvre concrète de ce chalut? Donc le projet avec la frégate, c'est un très beau projet qui a été mis aussi à la base, pas seulement parce qu'il y avait des revendications écologiques ou environnementales, mais parce qu'il y avait une problématique sur le carburant. Donc c'est un chalut qui a été créé pour faire économiser finalement du carburant aux pêcheurs au moment où le carburant était le plus haut. La courbe a un peu diminué. On a repris le dossier, on le retravaille, mais de manière à pas seulement modifier les panneaux pour qu'ils soient décollés du fond, mais aussi modifier les gréements, donc tout ce qui va être bourrelet, etc.,
pour vraiment finalement avoir un engin de pêche qui ne ressemble plus du tout à un chalut. C'est plus du tout un chalut parce qu'il n'y a plus aucun contact avec le fond. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. Et une fois qu'on y parviendra, et on y parviendra, vous aurez un engin de pêche, un gréement éco-responsable qui permettra de pêcher les mêmes espèces qui étaient ciblées sur le chalut avec les critères de sélectivité qu'on a bien aujourd'hui, mais sans impacter les habitats marins et toucher le fond. Mais après, j'aimerais quand même bien faire une remarque, c'est que sur le chalut, je veux dire, il y a des zones qui ont été travaillées depuis des générations et des générations sans que ça impacte la ressource. La ressource aujourd'hui, elle est principalement impactée par le réchauffement climatique et par un problème au niveau de la chaîne trophique qui vient de la pollution ou de la raréfaction du plancton. Et il y a aussi un problème de surpêche en Manche-Mer du Nord. On en a parlé ce matin. Du fait des mesures britanniques, l'ensemble de la flotte européenne est reportée dans nos eaux, dans la ZE française, et ce qui fait que la zone est trop travaillée, quoi. Donc il y a un moment, ce qui a été demandé ce matin, c'est un vrai plan de gestion de la Manche. Donc qui dit plan de gestion, on dit une régulation de la puissance déployée par les navires et de l'effort de pêche au global. Mais donc oui, le chalut à moins d'impact, il va être retravaillé. On l'appellera autrement parce que ce ne sera plus du tout un chalut, ça n'aura plus rien à voir. Et l'idée, c'est les panneaux, à quoi ça sert finalement? Ça sert à garder un écartement pour pouvoir attraper votre poisson. Mais donc avant, les panneaux avaient un contact sur le fond. Donc on parle de 10 cm, 15 cm. Nous, c'est des fonds sableux, il n'y a pas de coraux, il n'y a pas de substrat dur, etc. Donc c'est un substrat qui est très amovible déjà par sa nature. Et maintenant, l'objectif, pour répondre à ces contraintes environnementales, etc., et ce qui est adaptable à la flottille française, c'est un gréement avec encore des panneaux, mais des panneaux totalement décollés du fond, qui ne touchent plus les substrats, et des gréements légers, qui n'impactent plus le fond. Merci. À propos d'une autre perturbation, les changements climatiques modifient aujourd'hui déjà la répartition des espèces. Certaines migrent vers des eaux plus froides, par exemple en mer du Nord, tandis que d'autres arrivent sur nos côtes. Cela oblige à repenser les techniques de pêche et à envisager de nouveaux quotas. Comment vous projetez-vous dans ce contexte et travaillez-vous avec les scientifiques pour anticiper ces évolutions ? Alors vous l'avez bien dit, il y a des espèces qui migrent. Nos espèces historiques, elles disparaissent. Il ne va pas falloir se faire d'illusions, hein. Il y a des espèces qu'on ne retrouvera jamais. Le problème, c'est que, comme j'ai dit au début, le pêcheur, il s'adapte toujours à la ressource. Après, il y a un décalage entre ce que le pêcheur a le droit de pêcher, la réglementation et la consommation. Déjà sur la réglementation, parce qu'il n'y a pas de quota, par exemple, sur le thon en Manche-Mer du Nord, parce que c'est une espèce qui est considérée comme méditerranéenne ou qu'il n'y en avait plus avant. Aujourd'hui, l'espèce se porte beaucoup mieux. Voilà, enfin, on n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir le débarquer à bord. Et ensuite, au niveau de la consommation, parce que quand on regarde les principaux produits consommés par les Français, c'est saumon, cabillaud, crevettes. C'est des espèces, le cabillaud, c'est plus produit ici, et la crevette et le saumon non plus. C'est des espèces d'élevage. Donc il y a tout un travail aussi à faire sur les espèces locales. Qu'est-ce qu'on va retrouver en Manche-Mer du Nord actuellement? Qu'est-ce qui est en bon équilibre? Donc par exemple sur ça, vous pouvez vous appuyer sur le programme Mister Goodfish développé par Nausicaa ici à Boulogne-sur-Mer, qui répertorie finalement par saison les espèces dont les stocks sont en bon état, basés sur différents critères, la reproduction, la taille, etc., la répartition géographique. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, amener des nouvelles espèces que le consommateur n'a pas forcément l'habitude de consommer, mais qui sont bien gérées actuellement, ou en tout cas qui ne sont pas en diminution dans nos eaux. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Je vais continuer. Donc, prochaine question. N'est-il pas difficile pour un responsable de la filière de concilier une vision à très court terme, comme face aux menaces d'interdiction du chalutage, et une stratégie à moyen ou long terme pour s'adapter aux effets du changement climatique ? Alors, le changement climatique, il va extrêmement vite. Et en mer, ça va encore plus vite que dans l'eau. Donc là, oui, clairement, c'est assez difficile de s'adapter. Mais le principal frein, finalement, en fait, c'est quels moyens on donne demain à la filière pour s'adapter rapidement, pour passer ce cap. Et c'est pour ça aussi qu'on demande un plan de gestion de la Manche, qu'on demande des assouplissements et moins de contraintes réglementaires. Et à un moment donné, qu'on écoute les pêcheurs, les professionnels de la filière, déjà au niveau de l'État. Bon, au niveau de l'État en local, on a écouté, mais un peu plus au-dessus à Paris, et surtout au niveau européen.
Ce qui a été dit, je pense, ce matin par Isabelle Le Callennec, c'est que, ou Monsieur Cuvillier, c'est tant qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion avec un gouvernement qui change tous les 6 mois, c'est difficile de s'installer, d'entamer ce dossier-là. Donc là-dessus, oui, la filière est un peu bloquée et on aimerait avoir plus de visibilité, plus de stabilité pour amorcer finalement ces gros sujets de fond qui sont le changement climatique et l'adaptation de la pêche aux nouvelles ressources et l'allègement des contraintes réglementaires. Le gouvernement ambitionne d'augmenter le pourcentage de zones de protection forte. Selon vous, cela est-il faisable en Manche sans nuire à l'activité de pêche ? Il y a déjà énormément de zones qui sont occupées. Alors ce qui me fait rire, moi, c'est qu'on fait des parcs marins pour la conservation des habitats et que dedans on y voit fleurir des parcs éoliens. Bon, faudra m'expliquer où est le problème. Les pêcheurs n'ont pas attendu après ces directives pour progresser, pour améliorer leur matériel et leurs pratiques. Ça fait plus de 30 ans que les comités régionaux mettent en place des mesures pour préserver la ressource, pour bien gérer la ressource, pour pêcher le hareng à un moment de l'année et pas un autre. Enfin, toutes les espèces qu'on a l'habitude de gérer et les OP aussi, elles ont déjà des contraintes basées sur la biologie du poisson et l'état des stocks. Donc maintenant, oui, avoir des zones de protection fortes en Manche-Mer du Nord, 10% ça va être très compliqué. 1%, quand on regarde bien, finalement, elles sont déjà présentes. Elles sont déjà présentes parce qu'il y a déjà des zones identifiées, il y a déjà des zones où on applique des mesures, où on interdit certains gréements de pêche ou certaines pêches. Donc c'est déjà se concentrer sur ces zones-là. Et plutôt que d'avoir un objectif quantitatif d'un pourcentage d'aires marines protégées dans des zones où à côté on a des parcs éoliens, etc., ce serait plutôt d'avoir des objectifs qualitatifs et un vrai suivi. Et est-ce que ces zones qu'on protège ou qu'on met en ZPF, est-ce que demain la ressource elle revient ? Il y a 10 ans, on a mis en place des zones de nourricerie sol en croyant que les sols allaient revenir. C'est mort, il n'y a plus rien. Elles ne reviennent plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la pêche en fait, c'est le réchauffement climatique. Pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique ? Alors l'UNOC c'est un grand rendez-vous. Cependant, si on prend la pêche déjà à l'échelle européenne, il y a énormément de spécificités selon les pays et par région n'en parlons pas. Donc, l'UNOC c'est trop général. C'est trop général, ça ne va pas assez dans les régions, ça ne va pas assez dans ce que nous, on voit tous les jours. Et en fait, il faut adapter les mesures aux régions et aux mers. La Méditerranée, ce n'est pas la Manche-Mer du Nord et ce n'est pas l'Atlantique. Et dernière question, donc selon vous, quel rôle les futurs cadres et chercheurs formés en sciences marines, comme nous, étudiants de l'école universitaire de recherche IFSI, peuvent-ils jouer pour assurer la durabilité de la filière ? Pour assurer la durabilité de la filière, en fait, il faut sortir du dogme. Il n'y a pas d'un côté les méchants pêcheurs et de l'autre côté la protection de l'environnement, etc. Il faut rester pragmatique et vérifier vraiment, étayer ses propos, etc. Quand on parle du chalut, qu'on chalute des zones où il y a des coraux ou des végétaux marins, je veux bien, ça pose problème. Mais dans des zones comme chez nous, où c'est du substrat meuble, du sable, où le substrat est balayé par les tempêtes, etc., un chalut qui touche 5 cm dans le fond, il faut peut-être arrêter. Et à un moment donné, c'est 2 poids 2 mesures. Donc il faut rester pragmatique et comme je disais, il n'y a pas une pêche, il y a des pêches et bien étudier les spécificités en fonction des régions et des flottilles. Donc, merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. À tout de suite.